Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi, notre rendez-vous hebdomadaire, je vous le remets en haut à droite si vous l'avez loupé, plus d'une heure et demie avec moi pour échanger avec vous, répondre à vos questions et travailler sur des hypothèses. Une hypothèse qui peut-être est arrivée à son terme aujourd'hui. J'ai peut-être enfin trouvé la thèse qui nous fera exploser ce marché, nous enverra d'ici la fin du mois de juin, début juillet, un Bitcoin à 200 000 dollars et pourquoi pas d'ici fin octobre, le 27 octobre très précisément, comme je l'avais annoncé il y a maintenant plusieurs mois, voire presque années, pour le 27 octobre 2025. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo et juste avant, je vous inviterai à regarder la première page des Rois du Bitcoin, la chaîne YouTube, et de regarder la vidéo que j'avais postée il y a un mois, comme si nous y étions. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. Marstouf nous propose toujours dans Order Flow, ici au niveau de Unblocks, les indicateurs différents de poches de liquidité. On est parti chercher une toute petite poche de liquidité que beaucoup avaient vue, soit dit en passant, et c'est probablement des exchanges qui sont venus les chercher. On les voit d'ailleurs juste ici. Vous avez vu cette magnifique cluster de liquidité et tout de suite des vendeurs à découvert qui se positionnent dessus. Je pense qu'on va les exploser littéralement si on reprend une fractalité. Mais juste avant, je vous invite à aller télécharger la stratégie des 4 rois sur le site lesroisdubitcoin.com. Cliquez ici sur le lien avant de partir. Vous pouvez vous inscrire pour avoir les 2 premières heures, même un peu plus maintenant, puisque j'ai mis une 6e vidéo gratuitement, notamment sur mon top 10 des indicateurs secrets, un prénom et un mail pour pouvoir le télécharger en même temps que la stratégie des 4 rois. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés crypto ou les marchés traditionnels, complètement gratuits. On revient sur cette petite fractalité. Nous y étions. Juste là, je fais un énorme zoom sur cet indicateur ici ou sur mon action de prix. Bon, on l'avait catalysé avec Géo. Franchement, bravo pour le 21 avril. Nouveau retournement de tendance et nous avons bien eu un retournement de tendance pour la simple raison que c'est que de la théorie de dos. On avait ici un précédent plus haut qu'on est parti chercher plus haut que le précédent. Donc on avait des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas que les précédents jusqu'à avoir un bas plus bas que le précédent mais un haut plus haut que le précédent précédent. Eh oui, donc on est bien dans une théorie de dos. Maintenant beaucoup attendront le dip pour acheter le dip. Moi je dis il faut pas le dip. Moi je n'en veux pas. Je veux que ce magnifique petit canal que nous avons tracé ensemble ascendant, on le pulvérise à la hausse d'ici la fin de la semaine. Donc très probablement avant mercredi, puisqu'il y a le FOMC de Jérôme Powell, il nous expliquera la politique monétaire qu'il souhaite mener sur les prochains mois. Je pense que ça va tout simplement pas changer. On restera dans un environnement plutôt restreint, plutôt contrarien, on pourrait en parler comme ça. Bref, avec peu de liquidité du côté des marchés financiers ici vis-à-vis de la politique monétaire des taux. Mais il existe plusieurs façons de pouvoir alimenter la liquidité, notamment par rapport aux banques commerciales, notamment pour les collatéraliser. Et c'est clairement ce qui aujourd'hui est utilisé. Rassurez-vous, les États-Unis ne feront pas faillite. La Fed ne va pas s'autodétruire. Hein. On n'est pas ici, on n'est pas chez Skynet, on n'est pas dans la matrice. Ils injecteront de la liquidité par rapport aux différents mécanismes qu'ils peuvent avoir. Et on le voit déjà d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Et Bitcoin semble plutôt bien réagir par rapport à ça. Donc, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je prends des profits ici? Why not? Si vraiment vous avez chopé le bottom, mais partez du principe que les premiers profits, notamment des insiders, hein, des faiseurs de marché, ce sera plutôt aux alentours des 110 000, 130 000 dollars par rapport à cette traînée haussière, puisqu'on vend des traînées haussières par rapport à des prises de TP d'un travail bien fait, tout simplement. Donc, on attendra la résolution, et on a eu cette résolution de cette traînée baissière par rapport à ce canal, ce biseau de rétrécissement. Bon, tout le monde l'avait vu, s'enchaîne de constater que le consensus, au moins, a eu raison ici par rapport à un sentiment qui était plutôt négatif. Maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a ces informations-là, on peut faire un petit peu de news, puisqu'il y a pas mal de news qui ont tout au long du week-end alimenté mon hypothèse que je vais vous partager aujourd'hui. On commence par Michael Saylor qui continue sa martingale. Il manque du orange sur ce graphique, et voyez-vous. On partez du principe qu'il le postera peut-être dans les prochaines minutes, prochaines heures, par rapport à des achats qu'il a effectués fin de semaine dernière, puisqu'il poste toujours en pré-achat. Hein, c'est pas en amont. Mais bon, soit dit en passant, il était parti sur 21 milliards de dollars. On a vu ensemble 42 milliards de dollars, que dis-je, 84 milliards de dollars par rapport à sa martingale. Puis ça vend ces différentes structures pour pouvoir continuer à alimenter son portefeuille en Bitcoin. En somme, je rappelle la martingale, je vends 500 millions de dollars en actions pour acheter 1,5 milliard de Bitcoin. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, vous comprenez bien qu'à un moment donné, si le cours baisse, ça va finir
pas recevoir, hein, ça marchera pas. Donc tant que tout le monde est d'accord et beaucoup d'entreprises souhaitent faire la même chose, honnêtement, il y a aucun problème à avoir, il y a pas de souci à avoir. Il faut juste à un moment donné pas être le dernier, à sortir si jamais ça commence à se retourner. Donc on sera toujours dans un environnement assez incertain, mais bon, tant que ça marche, mais ça marche en fait, il y a pas à être baissier sur ce marché, tout simplement. Une autre news très pertinente, c'est Bybit qui nous propose, à la fin de ce trimestre, par rapport à un stream qu'il a effectué, Benzu, le 3 mai dernier, c'était il y a 48 heures, et ben, les utilisateurs de Bybit pourront, échanger du stock, notamment via des CFD, des commodities, de l'or, du pétrole, des actions Apple. C'est juste formidable! Incroyable! Donc on continue à essayer de créer des leviers ici organiques sur les différentes plateformes, de marché et exchange de marché. Tout le monde le fera. Crypto.com le fera, Binance le fera, tout le monde le fera, tout le monde proposera ce type de choses. Bien évidemment, via des brokers, régulés. On l'espère du moins. On continue avec une super news. Crypto-monnaie. L'Union européenne pourrait bannir les cryptos anonymes d'ici 2027. Je vais être très clair avec vous, je n'ai pas changé d'un iota par rapport à ce type d'information. Tous les pays du monde vont bannir les crypto-monnaies anonymes, toutes sans exception. Donc vouloir jouer le côté, comment j'ai envie de dire ça? J'allais dire contre la régulation, mais en fait, c'est difficile quand même d'aller contre la régulation. Contrarien par rapport à un effondrement du système, si vous voulez, c'est plutôt ça que vous jouez en allant chercher du Zcash, du Dash ou encore du Monero. Donc ce n'est qu'une assurance qui doit logiquement correspondre, à peu près 5 4-5 de votre portefeuille dans des privacy coins pour vous hedger contre un effondrement littéral de l'économie du système monétaire mondial. En gros, des dictatures à tous les étages. Des États hyper totalitaires et autoritaires. Voilà, ça c'est votre hedge. Mais de dire que je vais gagner de l'argent en achetant du Zcash ou du Monero, je pense que c'est une erreur. Très franchement. Et même si vous gagnez de l'argent, ça va être très difficile de le transformer en fiat. Je vous le dis en toute franchise. C'est qu'une question de temps, mais je pense que tous les pays du monde va finir par tout simplement anéantir les cryptoactifs dites anonymes et tous les mixeurs comme Tornado Cash, etc. On ne pourra malheureusement plus les utiliser, même si on peut déjà plus les utiliser, et beaucoup de contraintes, notamment via les stablecoins, qui y sont allouées. Trump nie tout profit personnel à l'entreprise Memecoin, le Trump. Il a même pas regardé, il a pas vu que ça avait pumpé de 60% quand il avait fait un tweet expliquant qu'il allait inviter à bouffer le top 10 ou le top 100 des plus gros holders de son Memecoin. Ce qui m'a juste frappé, et finalement, ça, je m'en fiche un petit peu, c'est ceci. Ici, très exactement, je ne le vois plus. Contribution de l'immobilier, non. Déclarant les 131 si je possède des actions. Ok, bon, je suis d'accord. Et où est-ce que c'est? Où est-ce que je l'avais vu, ce truc-là? Sinon, je vous le refais de tête, c'est pas très très grave. Je vais juste faire un contrôle F et je vais mettre Chine, parce que Ah, voilà. Trump a déclaré qu'il avait commencé à promouvoir les crypto-monnaies avant sa présidence. Je veux des cryptos. Je pense que les cryptos sont importantes. Mais je vous le dis, il a aucun argument. Je pense qu'il sait pas de quoi il parle. Et on s'en fout de savoir de quoi il parle, soit dit en passant. Il faut qu'il aille juste dans le bon sens, et pour l'instant, il va dans le bon sens. Parce que si on ne le fait pas, si nous ne le faisons pas, la Chine le fera. C'est nouveau, c'est très populaire, c'est très en vogue. Ça me fait penser à l'ésotérisme, cette histoire. En fait, grosso modo, un petit peu dans l'idée, moi j'ai ma soucoupe volante dans ma zone 51 et puis à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la Russie qui avait aussi eu, sa soucoupe volante qui s'était écrasée dans un champ, qui avait fait d'ailleurs beaucoup de dégâts et en fait, c'était pas une météorite, c'était une soucoupe volante donc pendant la guerre froide, la Russie et les États-Unis pouvaient faire de l'info-ingénierie et rétro-ingénierie pour pouvoir, avoir des armes surpuissantes, stellaires et tout ce que vous voulez, la guerre des étoiles. Ça me fait clairement penser à ça, l'idée. On joue sur une forme de pression émotionnelle pour dire que bah, si ça devait se passer pas comme on l'avait imaginé, ce collatéral peut être intéressant. Donc, si on l'a pas, ce serait vraiment un avantage qu'on n'aura pas. Donc, il faut absolument en avoir. Et on sait que la Chine achète du Bitcoin, même si la Chine a vendu peut-être du Bitcoin, mais c'était en 2018. Donc là, il achète massivement du Bitcoin. On pense qu'ils achètent plus d'or. Donc, si la Chine achète du Bitcoin, mais nous, on ne le sait pas. Donc, ça veut dire que bah, eux aussi, il faut qu'ils achètent du Bitcoin au niveau des États-Unis. Et puis l'Europe, entre les deux, on ne sait pas trop quoi. Mais grosso modo, nous, on régule. Voilà. C'est un petit peu l'idée, si vous voulez. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose de formidable pendant Token 49, c'est que la crypto-monnaie était très populaire en Chine. Donc on sait qu'ils ne peuvent pas
payer en crypto. Ça n'a pas cours légal, ce n'est pas une monnaie qui peut être échangée dans les commerces. Mais en réalité, beaucoup de jeunes Chinois, moins de 40 ans, possèdent des crypto-monnaies. C'est beaucoup. Alors quand vous voyez ici, s'il y en a que 2 ou 3 bah, ça correspond, tout de suite à 50 ou 60 millions d'individus, hein. C'est quand même assez important. Donc on pense qu'il y en a d'ailleurs beaucoup plus et il y a une forme de, comment on dit ça? Une forme de liberté, mais c'est pas le bon mot en réalité. C'est interdit, mais on va pas venir vous embêter si vous faites des trucs avec les crypto-monnaies sur le sol chinois. Après, c'est un risque énorme, bien évidemment, mais j'étais assez surpris de rencontrer beaucoup de Chinois qui possèdent tous de la crypto-monnaie et qui vivent en Chine. À Pékin, Shenzhou, où vous voulez. Ils ont tous de la crypto, ils sont tous contents et ils ne le nient pas, pour être tout à fait franc avec vous. Même s'ils n'ont pas forcément d'échangeurs à Pékin, bien évidemment. Ça, c'était la première. Donc ça permet tout simplement, encore une fois, quand vous êtes confronté à une forme de réalité, bah, ce qu'on peut voir et ce qu'on peut lire, bah, forcément, peut être en décalage par rapport à la réalité du marché. 8 des rendements sur Bitcoin, l'échange crypto Coinbase dévoile son Bitcoin Yield Fund, principalement pour les institutionnels. Donc comment ils vont faire ça? Très simple, arbitrage entre les contrats à terme, contrats futurs et le contrat spot. Donc ça permettrait, par rapport à leurs algorithmes, de verser un rendement entre 4 et 8 le risque alloué à ce type, d'algorithme, bien évidemment, hein, ou d'arbitrage. Et ça renforce une nouvelle thèse, encore une fois. On sait qu'on est actuellement, c'est pas une nouvelle thèse, c'est toujours la même thèse, soit dit en passant, mais on sait pertinemment que nous sommes actuellement en train de naviguer dans un environnement institutionnel. Beaucoup me parlent d'ETF, le nouveau grand narratif. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais ça en fait partie. Le yield, la possibilité de pouvoir détenir du bitcoin qui aujourd'hui vous offre un rendement via différents mécanismes. Ça peut être Babylone, ça peut être ici de l'arbitrage via des produits structurés proposés par Coinbase. Et partez du principe que si Coinbase le propose, tous le proposeront demain. Donc il y aura bien évidemment un rendement à travers des apports de liquidité pour loquer dans des produits structurés, dans des algorithmes d'arbitrage entre le comptant et le perpétuel, les contrats perpétuels ou le contrat à terme. Une autre petite news très intéressante, c'était la publicité qui était passée. Ah bah je la vois plus. Mince. Bon, bah je l'ai plus, la petite publicité de Coinbase. C'est pas très grave. Et la dernière news, c'était celle-ci. Et je reviens sur mon hypothèse que je voulais vous présenter dès le début. Trump annonce un tarif de 100% pour les films produits en dehors des États-Unis. C'est pas pour nous embêter, c'est pas pour embêter les Chinois, les Hindous ou les Européens. Je pense que c'est pour mettre un. C'est une petite alerte qui est envoyée à Netflix et aux plateformes de streaming. Puisqu'en fait, ces gens-là produisent beaucoup en dehors des États-Unis et proposent un contenu sur le sol américain. Donc je pense que, c'est intéressant de savoir comment l'abonnement de Netflix va éventuellement réagir par rapport à ce type de news, notamment, même si on sait qu'il a déjà augmenté en France, là et on vient de recevoir un mail. Je pense que c'est États-Unis, ça va être à peu près la même chose et peut-être plus que prévu. Donc là, en réalité, je sais pas trop pourquoi c'est fait. C'est explique pour sauver Hollywood, parce que Hollywood va très mal. C'est juste qu'à un moment donné, il fallait prendre le virage du streaming et aujourd'hui, on va beaucoup plus sur Netflix qu'au cinéma. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc c'est un petit peu, pour moi, comme Hollywood, ce sont les banques traditionnelles et tout l'univers de la DeFi et de la blockchain. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des opérateurs, des AAV, des Ethereum, des Solana, qui sont en train de construire un monde nouveau, qui essayent de réfléchir à des mécanismes nouveaux, innovants, pour pouvoir transférer de la valeur, conserver de la valeur, échanger et acheter des biens et des services. C'est simple à comprendre. Et aujourd'hui, les banques sont encore empiriques sur des technologies de dinosaures. Donc, et je suis assez d'accord avec beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui, hein, notamment de banques fintech ou banques crypto, qui nous expliquent que si dans les 10 prochaines années, toutes les banques traditionnelles, too big to fail, systémiques, peu importe, ne passent pas sur ces technologies de rupture blockchain, elles vont disparaître. Le fils de Donald Trump l'a encore rappelé la semaine dernière. Et je pense que c'est quelque chose d'inévitable. Ça se passera. Donc bien évidemment que dans moins de 10 ans, toutes les banques, je dis bien toutes les banques, vous offriront la possibilité d'avoir du rendement sur Bitcoin, de pouvoir détenir de la crypto-monnaie, de pouvoir acheter de la crypto-monnaie, de pouvoir utiliser votre crypto-monnaie, etc. Bon, on rentrera à ce moment-là via des nouveaux paradigmes, donc un super cycle. Pour l'instant, jouons les cycles. Et on va essayer de jouer ce cycle-là par rapport à cette hypothèse, par rapport au seul narratif, la seule étincelle qu'on doit prendre en considération et que finalement beaucoup oublient. Puisque si on revient dans le passé, je le prends sur Bitcoin, mais on peut le prendre sur le crypto total, je pense que c'est encore bien mieux. Sachant qu'on a 180 jours encore une fois avant d'arriver sur mes prédictives. Ici, octobre, novembre, donc plutôt octobre
novembre 2025. Le premier bull run, on s'en rappelle très bien. On a souvent pensé que c'était par rapport à des médias mainstream qui a commencé à en parler et tout était concentré sur Bitcoin. Or, c'est complètement faux. Ça a directement été influencé par une rupture qui s'appelle les smart contracts, qui permettait de complexifier une technologie qu'on pensait solide. Eh ben non, c'était pas une technologie solide. Même si Bitcoin, ça faisait maintenant 10 ans, quasiment 10 ans qu'il existait, bah, c'était une technologie qui était évolutive. Et Vitalik Buterin nous l'a prouvé via un mécanisme révolutionnaire, et comme d'autres, hein, comme No avec l'IBC, ou encore d'autres projets comme Ada Cardano, ou encore comme Polkadot, Avax, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Sauf qu'à ce moment-là, tout était construit sur Ethereum, ça dit en passant. Donc c'est l'avènement des smart contracts. Ça, c'était juste formidable et ça portera un nom. Plus tard, en 2021, bah, moi, j'ai beaucoup parlé de Stephen. Moi, j'ai beaucoup parlé de la DeFi. J'ai parlé des NFT. J'ai parlé de la possibilité de pouvoir courir et gagner de l'argent via le Play to Move ou jouer et gagner de l'argent via le Play to Earn. Et en réalité, je pense que je me suis également trompé. Car la narrative et non pas le narratif, porte bien un nom ici et vous allez le comprendre. Mais juste avant, on va essayer de reprendre ensemble ce qui se passe actuellement sur ce marché, qui est au fond haussier jusqu'à preuve du contraire, et on est en train tout simplement de l'exprimer actuellement. Vous avez donc 5 narratifs, et non pas narratives, mais bien narratifs, qui sont en train de se battre. Le premier, vous le connaissez, c'est l'IA. Et je pense que c'est le plus gros narratif de ce cycle 2025. Et vous allez comprendre pourquoi. Devant les RWA, devant le DePIN, devant le gaming, devant les L1, devant tout ce que vous voulez, c'est l'IA qui devrait proposer les plus gros coefficients multiplicateurs, en tout cas agglomérer le plus de liquidités sur les 6 prochains mois. En parlant de NIR, Internet Computer, Render, Bitensor, FedChain bien évidemment, Virtual Protocol construit sur Base, bref, les principaux projets aujourd'hui IA qui proposent euh, différents outils d'innovation, agents IA, rendement, tout ce que vous voulez, génération d'images, génération de contenu, vous imaginez tout ce que vous voulez. D'accord. Donc, ce que proposent aujourd'hui les technologies IA, quels que soient les consensus qui sont utilisés, les technologies utilisées, même si elles sont encore, pour la plupart, très centralisées. Et vous avez donc ici un premier effet de FOMO, puisqu'un narratif doit toujours et toujours influencer un FOMO. Des agents IA qui peuvent interagir et gérer du revenu passif sur des blockchains qui vont séduire à la fois des néophytes, à la fois la dot money, mais bien évidemment les institutionnels. Deuxième narratif, qui est aujourd'hui sous le tapis, qui a été considéré comme une attaque directe frontale à Bitcoin, les ordinals, notamment des Layer 2 qui pouvaient être construits directement sur Bitcoin, tokeniser de l'or numérique en y ajoutant de l'information, tout simplement à travers les transactions. Donc, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le narratif qu'il faut utiliser? Franchement, on n'a peut-être pas trop envie d'aller taper sur la tête à Bitcoin, mais ça existe en réalité. Et encore une fois, là, dans un effet FOMO, le retail, la dot money, comme les institutionnels, pourraient y trouver ou redécouvrir Bitcoin via des mèmes, via des NFT, via des jetons tokenisés. Comment redécouvrir Bitcoin? Troisième narratif, que vous connaissez très bien, les Railroad Assets. Ok, les Railroad Assets, pour moi, c'est ni plus ni moins que des NFT. Donc, que vous tokenisez un JPEG pour y ajouter de l'information et la possession, bah, c'est exactement la même chose que tokeniser n'importe quoi. L'immobilier, une action, un papier, ce que vous voulez, hein, un service, un loisir, j'en sais rien, un divertissement, un film. Ok, ça en fait, ça reste ni plus ni moins aujourd'hui que du NFT tokenisé. Donc on ne dit pas pareil, le réel ou l'asset, mais en fait la technologie n'a pas évolué. Ce n'est pas une nouvelle technologie, c'est tout simplement un nouvel usage. Et ceux qui ont pris à bras le corps ces usages, on parle de Ando via les dettes d'État notamment, on parle de HDRA, on parle de XML, on parle de Avax, on parle de Chainlink, on parle de VeChain, on parle de Algorand, on parle de Maker, bien sûr, Maker qui s'est plutôt bien maintenu hein, depuis les dernières semaines, soit dit en passant, qui n'a pas fait de nouveau lot. On est très content. Et je vous avais d'ailleurs proposé à peu près sur le même prix d'entrée actuellement, soit dit en passant. Et vous avez sur les RWA des institutionnels qui ont bien compris le truc. Donc s'ils n'avaient pas compris les NFT parce que c'était un bout de papier, aujourd'hui ils ont réussi à comprendre la technologie derrière ce bout de papier. Derrière ce JPEG où on pouvait y encapsuler la propriété. Et là on parle bien sûr de BlackRock, de Franklin, de JP Morgan qui lancent tous aujourd'hui à travers Ethereum, Polygon, Avalanche ou encore Solana, des projets tokenisés.
Et vous comprenez bien que l'effet FOMO à travers de ce narratif, c'est quoi? Bah, ça peut être les retraités, les banques, des fonds souverains qui pourraient arriver en masse pour aller chercher un nouveau collatéral ou des nouvelles façons de pouvoir créer du rendement en utilisant des interfaces blockchain interconnectées. Pourquoi interconnectées? Parce qu'on en passe au quatrième. On pourrait passer directement au cinquième, mais quatrième, c'était Dépine. Et Dépine, c'est toujours la même chose. Le public, la dope monnaie, elle adore être payée pour partager sa connexion, pour partager sa puissance de calcul, pour partager sa bande passante, pour partager toutes ses données en réalité. Donc aujourd'hui, vous partagez tout ça, mais vous n'êtes pas forcément payé. Donc l'idée du Dépine, si je devais vous le résumer ici à travers les différents projets, c'est tout simplement du mining 2.0. Voilà, je viens de vous résumer en une phrase. Si vous vous posez la question de ce qu'est le Dépine ici, dans l'idée disruptive de la blockchain, c'est du mining 2.0 ou 3.0. Et là, vous trouvez BitTensor, vous trouvez Render, vous trouvez Filecoin, vous trouvez IOTA, même du Theta, Helium, etc., etc., etc. Cinquième grand narratif, et c'est celui en fait qui a couronné probablement mon idée de pouvoir vous exposer cette hypothèse qui finalement est que du bon sens, c'est l'interopérabilité modulaire, l'interopérabilité des blockchains. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur ce qu'on appelle des blockchains monolithiques. Bon, Solana, Ethereum, Aave pour les cadottes, etc. Mais l'idée de la modularité des blockchains, qui aujourd'hui est clairement identifiée et probablement sous-cotée via le Cosmos Hub, ou encore le projet Celestia qui est directement connecté, ou encore Nobles ou DYDX, Eigenlayer, tout ce qui est Rollup aujourd'hui, hein, qui travaille sur cette interconnectivité, qui a été d'ailleurs, et ça faut jamais l'oublier, mais le grand narratif oublié de 2022. Quand on arrivait dans une première correction, la seule chose qu'on pensait, c'était OK, quel sera le prochain grand narratif? Quel est le prochain grand narratif pour relancer le super cycle? L'interconnexion, l'interopérabilité. Comment on voit cette interopérabilité? C'est très simple. Suivez les développeurs. Les développeurs devraient arriver en masse, devraient construire les infrastructures des super apps. Et c'est cette infrastructure et ces constructions des super apps qui devraient nous proposer les Google de demain. Ah, intéressant. C'est la raison pour laquelle je vous dis très souvent que je ne pense pas que le Google existe aujourd'hui. S'il existe, on l'a déjà dans le top 10 très probablement. Je pars du principe que la super app, le super projet crypto, n'existe peut-être pas, ou en tout cas s'il existe, on n'en a pas pleinement pris conscience, tout simplement. Donc il doit être très sous-capitalisé. C'est la raison pour laquelle je vais maintenant conclure tout ce que j'ai compris, tous ces travaux depuis les 5, 6 dernières années, pour enfin mettre le point sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on joue? Je vais vous le dire. C'est quoi l'histoire qu'on doit se raconter et qu'on nous raconte? En 2017, écoutez-moi bien, via les smart contracts, on découvrait le code qui exécute tout seul. Je viens de vous résumer la blockchain. Via des smart contracts, le code, dans un univers décentralisé, un écosystème décentralisé, s'exécute tout seul. C'est une rupture. C'est le point de départ d'une rupture technologique profonde. En 2021, je vous parlais de l'effet Steppen, je vous parlais de l'effet gaming, play and earn, play to earn, tout ce que vous voulez. En réalité, on courait sur la DeFi, on courait sur des rendements à 66 000% sur Cacahuète Swap, ou sur Licorne Swap, ou sur tout ce que vous voulez qui commence par et finit par Swap. En fait, la narrative, l'histoire qu'on se racontait en 2021, c'était très simple. C'était on gagnait de l'argent en cliquant. Vous achetiez tout ce que vous voulez. Bien sûr, propulsé, catalysé par des ajouts de liquidité et la disponibilité des échanges à ce moment-là, et la possibilité d'être chez soi pour dire mais qu'est-ce qu'on fait chez soi? À un moment donné, on peut regarder du Netflix, on peut jouer et refaire des jeux vidéo. On va aussi aller sur Robinhood et aller sur les plateformes de trading. Mais la narrative derrière, c'était quoi que vous achetiez, vous gagnez. Cliquez, gagnez, cliquez, gagnez, cliquez, gagnez. Marché gagné, marché gagné, marché gagné, jouez gagné, jouez gagné, jouez gagné, cliquez gagné. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Et vous avez donc raison. ETF. OK. DeFi. Yield. Coinbase, qui nous propose un rendement bientôt sur Bitcoin entre 4 et 8%. Babylone. Tout ce qui est validateur, staker, holder. Tout ce que les échanges aujourd'hui centralisés nous proposent.
ou la facilité de plus en plus effective de pouvoir déléguer nos tokens via des produits DeFi, on-chain. On rentre donc ici dans une nouvelle ère. Et cette ère est la définition parfaite d'une ère institutionnelle. Gagner de l'argent en dormant. Un ETF, qu'est-ce que c'est hormis gagner de l'argent en dormant? Du yield farming, qu'est-ce que c'est que gagner de l'argent en dormant? Donc aujourd'hui, si vous voulez faire venir tout simplement des institutionnels qui ont compris ces mécanismes à travers ces technologies, qui permet via un collatéral de performance gagner de l'argent en dormant, si on s'attend à s'exciter sur différents meme coins, différents produits, différentes ruptures, différentes nouvelles révolutions, et ben finalement, je pense que c'est une connerie. Puisque tout y est déjà pour voir le prix s'exploser en l'air et non pas au sol. Et là, l'histoire qu'on se racontera quand on aura fait 10 trillions de dollars dans les 6 prochains mois, mais qu'est-ce que vous jouez en fait? C'est quoi le narratif? Pourquoi en fait ce sont les grosses crypto-monnaies aujourd'hui les plus historiquement capitalisées qui d'habitude devaient changer de pied par rapport au top 50 ou au top 40 des crypto-monnaies les plus capitalisées, aujourd'hui sont celles qui ont le plus gagné en crédibilité et le plus gagné en capitalisation? Parce que la promesse, elle est peut-être toute simple. L'idée de confiance, l'idée d'historique, l'idée de duration et de durabilité nous donne tout simplement ce sentiment de gagner de l'argent en dormant. Et je viens de mettre le point sur l'interopérabilité. Tout le monde va pouvoir se connecter pour créer du rendement via des agents autonomes et on n'aura plus besoin de cliquer, on n'aura plus besoin de rêver, on aura juste besoin d'attendre pour gagner. Et donc, si vous attendez quelque chose demain qui fera exploser littéralement le marché, je pense que tous les ingrédients sont là. Il ne faut juste que miser sur une seule chose, le temps et la patience. Et cette patience va s'exprimer en très peu de temps. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Soyez patient et gagnez de l'argent en dormant. Ciao.